Alors, de la même façon que tout à l'heure, je vais présenter nos deux collègues. Bon, Dominique Marin, beaucoup le connaissent, il est membre de l'EPFCL. Il enseigne au Collège clinique du Sud-Ouest de la France et il signe là son premier livre. Pourtant, il est déjà lu dans d'autres milieux en raison de ses contributions à la revue L'Enjeu lacanien de Bordeaux et Toulouse, pardon, au travers d'articles et d'entretiens sur cette même thématique que son livre touche, entre la psychanalyse et les arts de la lettre. Donc, il y a une continuité. Et puis, nous avons le privilège d'accueillir Lieveline Braun, son préfacier, qui est très bien connu dans tous les milieux littéraires. Il est lui-même agrégé de littérature contemporaine. Il enseigne au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Il est membre du comité de direction des éditions Lettres modernes, Mignard, et il dirige la série Samuel Beckett de la revue des Lettres modernes. Pour lui, au fond, je crois comprendre que Samuel Beckett tient une grande place dans son travail, car ses diverses monographies sur la littérature française du XXe siècle, plusieurs sont consacrées à Beckett. Je cite quelques-unes. En 2016, Beckett, c'est 2016, Beckett et Lacan and the Voice. 2019, Beckett, Lacan and the Gaze. Et le dernier en 2021, Samuel Beckett et l'écriture des ruines. Je note d'ailleurs que ce dernier ouvrage, l'écriture des ruines, sera présenté prochainement aux côtés de Dominique ici présent dans le pôle du forum de Bordeaux. C'est bien ça cette fois. Bon. Je note aussi que Lieveline Braun a déjà collaboré avec l'Enjeu lacanien à propos de Genet et de Beckett en 2014 et 2015. Donc, c'est une longue présence et une collaboration fructueuse, je crois. Voilà, alors je vous passe la parole dans le style donc, habituel. Habituel, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu les raisons qui m'ont poussé à l'écriture de cet ouvrage, en tout cas les raisons que je connais, hein, pas les autres, bien sûr. Beckett après Antonio, ça va être, c'est pas le même style, hein. Ce que je peux dire après coup de l'écriture de cet ouvrage, c'est que, pour moi en tout cas, c'était un moyen de m'expliquer peut-être une bonne fois pour toutes concernant ce problème littérature et psychanalyse. Je préfère employer le terme des arts de la lettre parce que ça englobe les choses d'une façon beaucoup plus vaste. Et donc, je me suis pris à l'aide de ces deux auteurs, Beckett et Lacan, puisque je considère que Lacan, avec ce que nous en a dit Philippe Madé ce matin, est à considérer aussi comme quelqu'un qui écrit. Il faut dire que Beckett et Lacan, je les ai rencontrés, j'ai commencé à les lire pendant mes études universitaires, et évidemment, je n'ai jamais cessé depuis de lire Lacan. Par contre, Beckett, souvent, je l'ai abandonné, parfois ça a duré des années, et puis j'y suis revenu à l'occasion d'une pièce de théâtre qui est jouée ici, ou alors de l'actualité éditoriale du moment, avec un texte qui paraît en français, sa bibliographie, ou des éléments de cet ordre-là. Et puis aussi, grâce à nos collègues, certains comme Bruno Geneste, qui est devenu dans notre champ, hein, dans notre école, un spécialiste de Beckett. Et c'est quelqu'un qui m'a rendu le goût, l'envie de retourner au texte de Beckett. Et puis en 2016, Michel Bousséroux propose une thèse très séduisante que j'ai trouvée vraiment intéressante, mais je me suis dit non, il faut quand même, il faut vérifier ça. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans une lecture plus systématique de l'œuvre de Beckett. La thèse de Michel Bousséroux, c'est que le psychanalyste post-freudien que Lacan appelle de ses voeux dans sa conférence sur Joyce, eh bien ce psychanalyste post-joycien,
il est beckettien, il serait beckettien dans le sens de fin de partie. Je vous lirai un petit extrait tout à l'heure pour expliquer pourquoi je crois qu'Antonio Quinet se trompe complètement dans son livre. Non, mais il le sait que je vais le taquiner là-dessus. Donc, ça m'a poussé à entreprendre une lecture systématique de l'œuvre de Beckett, son parcours aussi. Alors, je me suis aidé de son biographe et puis de cette correspondance quasi intégrale des lettres de Beckett qui ont paru ces dernières années. Et puis, je me suis aussi inspiré, nourri dans mon travail de cet auteur critique littéraire, grand lecteur de Lacan, dont je connaissais les travaux depuis quelques années, et notamment par la revue, puisque Colette l'a cité tout à l'heure, la revue de l'enjeu lacanien, c'est Llewellyn Brown qui est là aujourd'hui, et je suis très, très heureux qu'il ait pu assister à cette journée et qu'il ait surtout accepté d'écrire cette magnifique préface que vous trouverez dans le livre. Alors, une autre raison à ce travail, en dehors de mon goût pour le théâtre, c'est une passion, le théâtre, hein, en tant que spectateur, je ne fais pas la comédie. Je devrais prendre des cours peut-être pour être plus à l'aise aussi, ça pourrait aider. Je pense qu'on manque de ça un peu chez nous. Hein, je dis ça parce que je me souviens de Lacan qui disait à ses participants, quand il devait faire un exposé, une intervention, son séminaire, « Mais laissez vos notes, ce qui n'arrivait quasiment jamais. Donc, en dehors de mon goût pour le théâtre, il y a aussi ces liens historiques entre psychanalyse et littérature. Alors, Antonio Quinet, parce que j'ai eu le temps de lire son livre, je pensais que nous allions dialoguer là aujourd'hui, et puis vous avez vu qu'il a été mis à disposition qu'aujourd'hui ou avant-hier, je crois, mais j'ai quand même réussi à le lire. Il en parle abondamment dans son livre de ce lien historique, hein, donc entre littérature et psychanalyse. Et une des questions que je me pose dans mon ouvrage, dans mon essai, c'est est-ce qu'on aurait pu imaginer que Freud parle un jour de désir oedipien dans son auto-analyse? Est-ce qu'il aurait pu parler de désir oedipien sans avoir jamais lu Sophocle? À mon avis, il me semble que ce n'est pas possible, parce que la première fois, le 15 octobre 1897, où il évoque cette hypothèse-là de désir oedipien pour la mère et de rivalité à l'égard du père, il évoque Sophocle, il évoque Édipe Roi, et il propose même une interprétation de la pièce d'Hamlet, qu'il tient pour homologue. Alors j'ai appris ça aujourd'hui. Il fait une analyse structurale en disant c'est la même chose, parce qu'elle est homologue. Il me semble donc que ces œuvres ont fait interprétation pour Freud. Donc, dans mon essai, j'ai voulu m'expliquer sur ces liens entre psychanalyse et lettres, en faisant un parcours également de l'œuvre de Lacan là-dessus, sur ces questions, en allant un peu vite, bien sûr. Et je me suis dit que si on observait d'un peu loin le parcours de Lacan, il est évident qu'il saute aux yeux, qu'il a d'abord été un parfait continuateur de Freud. Il a étudié des œuvres littéraires d'une façon beaucoup plus poussée et systématique que Freud ne l'a jamais fait lui-même. Par exemple, Lacan consacre plusieurs soirées de son séminaire à lire Le banquet de Platon ou la pièce d'Hamlet dans son séminaire Le désir et son interprétation. Et dans cette période de son enseignement, on a l'impression que Freud cherche à saisir dans les œuvres littéraires ce qui touche, hein, ce qui peut résonner avec l'inconscient de chacun, ce qui peut l'émouvoir, cet inconscient. Alors que vers la fin de son enseignement, il cherche plutôt à cerner ce en quoi la littérature peut permettre à un sujet de tenir dans l'existence. Il s'agit de cerner l'artifice par lequel un sujet, par son art donc, parvient à faire tenir le langage, l'imaginaire du corps et le hors-sens de la jouissance. Cette seconde période est inaugurée par son article Littérateur, qui, oui, quelqu'un l'a évoqué ce matin, est bien un virage. Hein, je crois que c'est Marie-Josée Latour qui l'évoquait ce matin. Et ce virage, il passe aussi par une référence à Samuel Beckett, où il dit de lui que Samuel Beckett sauve l'honneur de la littérature. Je n'ai pas su l'expliquer dans son ensemble, mais enfin, je me suis arrêté sur ces remarques, puisqu'il faut savoir, ça si vous n'avez pas lu cet essai, peut-être que vous ne le savez pas, mais les références de Lacan à Beckett sont
sont très minimes, hein, il n'y en a que 4, c'est toujours un coup de vent. Mais là, dans Littérateur, il va parler de Beckett en ces termes-là, se reconnaissant presque en lui ou le reconnaissant en lui comme un frère de lettres, peut-être. Et donc, Bacon, c'est qui celui-là? Bacon. Ah, c'était pour savoir si quelqu'un suivait, parce que... Non, je ne fais pas semblant, c'est pas du théâtre, je suis désolé, Antonio. Et c'est là, il me semble, dans ce mouvement, je crois que ces deux auteurs, Beckett et Lacan, se rejoignent dans ce que Llewellyn Brown dit du premier, de Beckett, donc à savoir qu'il est un écrivain de l'abstraction. Lacan est passé d'un enseignement où il a ratissé très large énormément d'œuvres qui ont traversé l'histoire, qui ont impressionné une foule donc de lecteurs, de spectateurs, pour en arriver à une écriture des nœuds borroméens plus abstraites, donc, et pour y serrer l'objet A, comme justement ce qui échappe à la structure, sans rejeter bien sûr ses avancées précédentes. Et de même, Beckett est passé du roman, dont il a pas mal bousculé les codes, vers tant d'autres formes artistiques, le théâtre, des dramaticus, des pièces radiophoniques. En fait, aujourd'hui, on parlerait de performance. Et il a fait ça pour essayer de serrer la jouissance inéliminable liée au statut du sujet comme maître parlant. Ce dernier point, c'est ce que je défends dans mon livre, permet de relier, de nouer la définition que donne Lacan au début des années 70 de l'inconscient, lorsqu'il dit que l'inconscient, c'est que l'être, en parlant, jouisse et ne veuille rien en savoir. En parlant, l'être jouit et ne veut rien en savoir. Nicole Bousserou l'a rappelé ce matin. Et il me semble qu'on peut rapprocher cette définition de l'inconscient avec ce procédé littéraire qui se nomme discours intérieur, dont Beckett n'a pas cessé d'user. Et c'est là que je dis qu'Antonio Tinet s'est trompé. Non, l'inconscient n'a pas la structure d'un théâtre. L'inconscient a la structure d'un discours intérieur. Et je vais vous le prouver. Ce en quoi, le prouvant, je vais quand même donner raison à Antonio. Je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est en vous écoutant que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en revienne à ce qu'une spécialiste de... Pardon ? Une spécialiste de Beckett a relevé comme étant peut-être la définition la plus importante du théâtre par Beckett, de Beckett. Ça se trouve dans Fin de partie. C'est une citation de Ham, du personnage Ham. Le souffle qu'on retient, et puis, il expire, puis parler vite des mots, comme l'enfant solitaire qui se met en plusieurs, 2, 3, pour être ensemble et parler ensemble dans la nuit. Voilà, c'est l'enfant qui se met à imaginer plusieurs personnages dans sa tête qui se mettent à parler. Je m'arrête là. J'ai dépassé le temps des 5 minutes. C'est pas moi qui surveille le temps. Oui. Ah, excusez-moi. D'accord. Bon, d'accord. Bon, tout d'abord, je remercie vivement Dominique de m'avoir invité à écrire quelques mots en préface de son livre. Donc, je souhaiterais dire quelques mots seulement sur ce qui m'a intéressé dans cette lecture de ce texte. Premièrement, il me semble, c'est assez rare que des psychanalystes se penchent sur l'œuvre de Beckett. Dominique a relevé les 4 références de Lacan à Beckett, c'est minime. Ces références concernent seulement la période Godot et fin de partie et pas du tout toute la suite de l'œuvre. Donc, ce sont des références restreintes. Et pourtant, Dominique quand même pointe des choses, des points de convergence entre Beckett et Lacan. Bon, c'est assez frappant. Tout de même, que quand Beckett plus fort, a écrit ses quelques essais au début de sa carrière quand il avait dans les 25 ans et il a arrêté cela par la suite, eh bien, il a employé un langage qui croise celui de Lacan, l'importance de l'impossible, l'absence de rapport sexuel ou autre, l'importance du ratage, donc le rejet de la communication et
l'absence de rapport, par exemple, il parle de la rupture avec le dehors qui entraîne la rupture avec le dedans. Donc, le sujet n'a pas de place attitrée, stable, où il puisse se reconnaître. Donc, il y a cette convergence tout de même des préoccupations de Lacan et de Samuel Beckett. Donc, en cela, c'est donc Dominique nous a permis d'entrer dans ce domaine-là. Et bon, certains, en dehors de ces questions de lexique, il y a, par exemple, Dominique met l'accent sur la parole et l'insaisissable. Disons que la parole importante, cruciale chez Beckett, peut être un instant aussi bref que fondamental, proche de l'insaisissable présent, qui est l'objet d'une recherche constante dans les œuvres de Beckett, proche en cela de Lacan. Et c'est quelque chose qui est très important, qui traverse l'ensemble de Beckett, et donc je vois cela comme très éclairant. C'est-à-dire que pour Beckett, une image clé, c'est le sujet est non né. Il n'est pas né. Il est toujours donc en dehors de ses énoncés. Il évoque des mises en scène de ses pièces de certains textes en prose, comme quelqu'un qui lirait, qui essaierait de déchiffrer un texte qu'il ne comprend pas. Donc, c'est le texte avec cet individu qui n'est pas un personnage, qui, avec son discours intérieur, qui vient quand même de l'extérieur. Et par ailleurs, l'impératif de dire que Dominique relève, l'importance de parler même si les mots sont impuissants à dire ce que l'on souhaiterait dire. Et donc, il faut, oui, persévérer à dire. Et pourtant, cette parole est toujours vivifiante chez Beckett. Donc, cela permet de dissocier tout de même le signifié apparent de la fonction du langage. Et une chose que Beckett fait constamment, c'est, comme le mot de Deleuze, épuiser les mots. Et Dominique relève cela avec Lacan et le nom du Père, dont il faut user jusqu'à la corde, signifiant rendre au nom du Père sa juste place, une place nettoyée de toute attente de réponse. Donc, Beckett, effectivement, use des mots pour les amener à l'endroit de l'épuisement, pour que, en quelque sorte, le sujet réel naisse à l'endroit où les mots s'arrêtent, où les mots s'épuisent, et c'est là, après, que nous avons le sujet réel du langage. Donc, oui, Dominique parle de l'objet cause qui excède le dit, si je ne me trompe. Le par-l'être, les efforts du par-l'être pour s'installer le plus confortablement dans le monde humain, qui est le monde façonné par le signifiant, il ne peut échapper à ce qui excède le monde bâti par le verbe, dont le sujet est pur effet. Donc, c'est assez imagé dans un texte de Beckett, dans un dramaticule, une petite pièce de 20 minutes, où une sorte de ritournelle, où le personnage essaie de chercher un autre qui lui ressemblerait, et à la fin, dans les tout derniers mots, elle dit fuck life. En français, c'est au gog la vie. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'à la fois, elle congédie la vie, elle ne veut plus de la vie, et pourtant, elle le dit dans des mots d'une extrême verdeur, donc qui affirme la vie dans le rejet. Et donc, c'est ce caractère problématique du langage, cet équivoque qui est constamment à l'œuvre chez Beckett et qui met en place l'objet cause. Et dernier mot peut-être, puis on verra si nous avons d'autres choses à dire, c'est
cet impératif de dire de la part de Beckett, bon, Dominique relève dans la dernière bande l'aspiration de Krapp de devenir transparent, d'être complètement assimilé au signifiant. Et au fond, ce que fait Beckett, c'est qu'il veut laisser une tache sur le silence. Il veut gâcher le silence. Donc, pour un écrivain qui est préoccupé par le silence, par l'impossible à dire, tout de même, l'existence, c'est cette tâche, la création est cette tâche que l'on laisse sur le silence et qui émane de la parole. Je pense que je peux arrêter là, puis je peux répondre là-dessus parce que ça me parle, si je peux dire les choses comme ça, puisque j'ai essayé de mettre l'accent sur ce nouveau procédé littéraire qui apparaît au début du XXe siècle, le discours intérieur. Et c'est ça que Beckett me semble vouloir montrer. Il cherche à le montrer, mais comme tu dis si bien, je trouve que cette formule, faire tâche dans le silence, c'est bien de ça dont il s'agit, parce que, comment dire ça, on parle souvent de l'objet, de l'invention de Lacan, l'objet petit a comme objet perdu, mais c'est d'abord un excédent. C'est d'abord un excédent. Il est en trop. C'est pour ça que le dispositif analytique, il est là pour opérer un évidement de cet objet. C'est ce que dit Lacan. Je dis ça parce que je l'ai lu dans un texte de Colette Solaire qui renvoyait cette référence. Il faut dire que je me suis beaucoup inspiré de beaucoup de mes collègues. C'est un travail d'école pour moi. C'est un petit peu comme ce qui s'est passé ce matin. On avait affaire... Il y a eu un petit moment ce matin de grâce où j'avais le sentiment qu'il y avait un dialogue entre les analystes à propos de leur travail. Et dans cet ouvrage que je n'ai pas encore lu, bien sûr, Lacan présent. Voilà. Et je tiens à préciser que le travail que j'ai fait, il s'inspire aussi des travaux de mes collègues. Et donc, effectivement, cet évidement de l'objet, pourquoi est-il nécessaire? Parce que justement, il encombre le sujet. Il encombre le sujet là où ça, là où ce que nous dit Lacan, c'est dans ce fameux discours, Beckett, pardon, c'est dans ce discours intérieur. Alors, je pensais en avoir terminé, moi, m'expliquer comme ça les rapports de la littérature avec la psychanalyse. Voilà, j'ai fini, j'ai fait mon livre. Eh bien, pas du tout, parce que je m'aperçois combien l'inconscient inventé par Freud et ce procédé littéraire, le discours intérieur en littérature, sont strictement contemporains et je m'en sers là dans un travail que je prépare pour essayer de rendre compte de phénomènes tout à fait contemporains aujourd'hui, les rumeurs de la rue. On verra ça plus tard, hein, je ne vais pas en causer. Mais c'est pour dire que ce n'est pas terminé. C'est passionnant. On va peut-être prendre des questions. Alors. Oui, dans l'innommable, Beckett dit « je suis rond », ce qui était évidemment extrêmement étonnant parce qu'il était tellement grand, tellement mince que dire « je suis rond » est étonnant. Or, on a une consoeur qui a écrit un livre sur son expérience du Covid, Catherine Millot. Et elle dit qu'au plus proche de la mort, puisque quand même elle a été gravement malade, elle a perçu à quel point il y avait du rond dans sa vie, à quel point elle était rond, c'était rond. Et comme on l'a invitée, j'ai rencontré, je lui ai parlé, et elle en conclut au fond que à ce moment de son existence, c'est comme si quelque chose s'était clos. Comme si elle avait fait quelque chose d'un nœud qui se referme, ce dont Lacan parle dans son séminaire de janvier 1974 à propos de la féminité. Alors, quelle importance est-ce que vous voyez de cette affirmation de Beckett par rapport au reste que vous dites sur l'évidement? Je ne sais pas si je saurais répondre. J'ai lu le livre de Catherine Millot, parce qu'elle parle de Beckett aussi à la fin. C'est Marie-Josée qui m'a glissé les pages concernant Beckett dans mon téléphone.
Donc, je l'ai lu. Mais ce que je pourrais dire de cette histoire de rondeur, de rond, ouais, de rond, ça me fait penser à un monde clos, sphérique, qui est le piège du discours intérieur, cet aspect mortifère aussi qu'a le discours intérieur à certains égards. Et que la psychanalyse, elle est là pour permettre d'en sortir. Je vais laisser Léoline répondre. Bon, je n'ai pas précisément en tête la phrase. Non. Je connais, bien sûr, je vous rappelle l'endroit, mais je n'ai pas exactement le développement que Beckett en fait. Cela me rappelle tout de même les espaces clos, les lieux clos, dans beaucoup de, bon, déjà dans fin de partie que les gens connaissent mieux, cet espace fermé où il n'y a que la cuisine et les quatre personnages à l'intérieur. Et à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est comme une monade, parce que Clove regarde par la fenêtre, mais on ne sait rien de ce qu'il voit. Il raconte ce qu'il voit, mais bon, il n'y a pas d'assurance. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Ces lieux clos, Beckett les développe dans d'autres textes en prose, et ce sont des lieux, en quelque sorte, où il s'agit de voir comment il peut y avoir un interstice, un trou et quelque chose qui ferait brèche dans ces lieux clos. Ces lieux sont comme des lieux spéculaires, des lieux visibles, où en quelque sorte des personnages seraient soumis à l'idéal du moi qui les surveillerait totalement. Et pourtant, il y a le dire des mots qui créent une brèche dans ces espaces clos. Donc, Beckett va de plus en plus vers cet enfermement, mais évidemment pour voir l'espace dans le langage où il reste un trou pour ce sujet impossible. Alors, très brièvement. C'était juste une petite remarque sur la tâche sur le silence. Il me semble que le poème Comment dire illustrait bien ça, cette tâche sur le silence. Ouais. Magnifique poème. Tout à fait, le dernier. Bien, bon, Antonio tout de même. Merci Dominique. Je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à cette toute première référence de Freud à Oedipe. Ce n'est pas au mythe qu'il se réfère, mais à la pièce de Sophocle. Parce que le mythe d'Oedipe, il y en a plusieurs versions, mais celle qui intéresse à Freud, c'est la pièce de Sophocle. Ce n'est pas la même chose, la pièce de Sophocle et les mythes. Ce sont des choses distinctes. Beaucoup de gens qui se sont penchés sur la tragédie, Pierre Vidal-Naquet et d'autres ont parlé de ça, de cette différence. Et Freud, il insiste sur l'effet de la pièce sur le spectateur. C'est à partir de là qu'on peut, comme il dit, le spectateur, il peut tuer le père, et faire des rapports sexuels avec la mère tranquillement dans son siège dans le théâtre. Tranquillement, parce qu'il s'identifie, etc., à cause de cet effet théâtral. Alors, donc, la psychanalyse est vraiment née à partir de cette référence de Freud à la pièce de Sophocle, à la mise en scène de la pièce de Sophocle. Et la deuxième chose, non, je peux continuer sans micro. Ça va? Ça va. Question du discours intérieur. C'est quand même Joyce qui a inventé le discours intérieur. Bon, c'est ce que les lecteurs et les historiens de Joyce en parlent, que c'était Joyce qui a inventé le... Bon, Gombeck a travaillé avec Joyce. Bon,
Ça se discute peut-être, hein, mais ce n'est pas très important de qui vient l'idée. Mais Joyce a travaillé tout le temps. Ulysse, c'est le discours antérieur tout le temps au niveau de la littérature. Mais je trouve que c'est tout à fait différent lire Beckett, le texte, et de le mettre en scène. Parce qu'au moment où tu le mets en scène, on n'est plus dans les dialogues antérieurs. Et bon, ton collègue, je n'ai pas soutenu, je n'ai pas vu le nom, il a bien dit les mises en les discours. Les discours antérieurs deviennent extérieurs. Et donc, il y a un effet de réel là dans la mise en scène. C'est ça que je voudrais faire et que je pense que c'est important de faire la différence entre lire Beckett et voir une de ses pièces sur place. Oui, merci pour ces remarques. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'enseignement de Lacan. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que là où Freud cherchait à saisir comment l'humanité a pu être pendant des siècles saisie, touchée par des œuvres monumentales de la littérature, avec Lacan, on en est arrivé à autre chose que une voie que nous a ouverte Lacan et qu'a bien balisé Colette Solaire en relisant le Joyce de Lacan, à savoir comment il est passé à ça, Lacan. Comment est-ce qu'un écrivain, par son art, par son artifice, il parvient à faire ce nouage-là. Ensuite, ce que je veux dire concernant les œuvres de Beckett, c'est qu'elles sont pour la plupart écrites pour la scène. Voilà. Et il avait en tête cette idée qu'effectivement, quelque chose d'une harmonie entre le moi et le monde, il faut lire son essai sur Proust, hein, c'est magnifique. Mais l'harmonie entre le moi et le monde, cette bulle dans laquelle le sujet pourrait se retrouver, elle est toujours fissurée par ce qui fait intrusion, le discours intérieur comme chancre. Oui, Colette, comme chancre, le langage comme chancre. Voilà. Bon, ben, chers collègues, je crois qu'il faut se séparer. C'est notre destin. On finit toujours, on se rencontre et on se sépare et on se retrouvera.